souhaite la bienvenue, vous êtes bien entendu, en direct sur le plateau de la chaîne Cannes Les Reims TV, Canal 30, chez tous vos opérateurs, Orange, Bouygues, Free et SFR. Eh bien oui, ça y est, on y est, c'est l'émission numéro 2, eh oui, avec les trophées de l'innovation Cannes Les Reims, avec aujourd'hui une nouvelle thématique, ça va concerner les startups. Et bien entendu, écoutez, le concept est le même que notre émission numéro 1 avec les porteurs de projets. Eh bien, on a tout simplement aussi 4 nouvelles personnes, 4 membres du jury, dont bien sûr on a 3 membres du jury qu'on connaît déjà, on les a déjà vus quelque part, et on a un nouveau membre qu'on va commencer, bien entendu, et on va commencer par Grégory Bonetto. Bonjour Grégory, je vous laisse vous présenter. Oui, bien sûr. Grégory Bonetto, conseiller municipal à la ville de Cannes, en charge des projets liés à l'intelligence artificielle et à la Smart City, et dans ma vie personnelle, entrepreneur dans le monde de la révolution numérique. Très bien, donc je pense que cette émission vous va très bien. Tout à fait. Juste à côté, nous avons David Ousmane. Bonjour David. Bonjour Laurent. Comment ça va? Impeccable. Bon, vous êtes revenu nous voir. Ça m'a plu la première fois, donc j'ai décidé de revenir. Eh ben, vous avez bien raison. Et au passage, je tiens aussi à vous remercier, parce que vous êtes le partenaire de l'émission que vous représentez avec votre société Fumi. Ouais. Je n'ai pas osé le dire parce que je l'ai écorché votre nom dans le numéro 1. Fumi Partners, donc, qui est une banque d'affaires atypique. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis entrepreneur. C'est ma 3e boîte. J'ai fait les 2 premières exits. Et là, j'aide maintenant les entrepreneurs à vendre leur société. Donc, c'est le métier de banquier d'affaires. On fait une dizaine d'opérations par an et majoritairement autour du bassin cannois. En tout cas, vraiment, je tenais vraiment à vous remercier au nom de toute l'équipe parce que vous êtes le partenaire officiel de cette émission et c'est aussi grâce à vous que cette émission a pu se faire. Et bien entendu, après, je citerai aussi nos 2 partenaires. Je remercie aussi Christopher. Merci Christopher de revenir nous voir. Très heureux d'être là. C'était une bonne expérience pour vous pour le numéro 1 ? Une très belle expérience. On a eu de très très beaux candidats. Moi, j'ai vraiment hâte de découvrir les prochains candidats. Et vous représentez bien sûr la société ? Alors, je dirige toujours la société ICDL France, premier certificateur français de compétences numériques. Écoutez, merci beaucoup. On est très heureux aussi que vous soyez avec nous. Et puis, un membre aussi que j'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé dans l'émission numéro 1. Très sérieux, très... voilà. Mais il en faut aussi des hommes sérieux. C'est important. Et vous représentez l'association Cannes-Up. Vous êtes le vice-président, bien entendu. Exactement, Thomas Jandet, vice-président de l'association Cannes-Up, qui fait la promotion de toute cette énergie dans la tech et dans l'innovation sur le territoire de Cannes-les-Reims. Et puis, je suis, à côté de ça, évidemment, la majeure partie de mon temps, entrepreneur en série, ça fait pas mal, et investisseur. En tout cas, merci beaucoup Thomas. Vraiment, je suis ravi d'ailleurs de retrouver heureux. Grégory pour la première fois dans ce jury et de retrouver David et Christopher avec qui on s'entend très bien. Écoutez, merci à vous 4. Donc aujourd'hui, dans l'émission numéro 2 donc, des trophées de l'innovation Cannes Les Reims, ça sera des startups aujourd'hui. Donc nous aurons 6 candidats qui vont présenter leurs startups. Donc bien sûr par rapport à l'émission numéro 1 qui était plutôt des porteurs de projets, qui dit startup. Est-ce que justement l'un d'entre vous peut nous expliquer auprès de nos téléspectateurs, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est la définition d'une startup ? Une startup, c'est une jeune entreprise qui cherche un modèle économique pour survivre. Pour moi, c'est la différence avec une entreprise établie qui a déjà un modèle économique établi et qui sait atteindre sa rentabilité et se financer. Merci beaucoup David pour nos téléspectateurs. Écoutez, vous êtes prêts ? On va accueillir notre premier candidat, bien entendu. Et bien entendu, on se retrouve juste après. Et je reçois ma première candidate, c'est Rebecca Martinelli. Bonjour Rebecca. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Bon, tout va bien se passer. On respire. Bon, il fait un petit peu chaud sur le plateau, mais tout va très bien se passer. Alors Rebecca, donc vous avez une start-up. Vous représentez la société Tétis. Écoutez, nous avons les 4 membres du jury qui sont face à nous. Donc bien entendu, pour respecter les règles de l'émission, donc vous avez 5 minutes donc pour pitcher votre société, votre start-up. Et bien entendu, ils ont 4 minutes, les 4 membres du jury, pour vous poser les questions. Voilà. Donc, pas d'autres questions. Okay. Tout va bien pour vous ? Écoutez, je vous laisse le plateau et je vous laisse face aux 4 membres du jury. Bonne chance. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de mai. Ça veut dire que l'été approche à grands pas. Et moi, j'adore l'été. Avec les vacances,
la plage, la mer, les 45 degrés à l'ombre, la transpiration constante, les possibles malaises à cause de fortes chaleurs. Ah oui, l'été. Mais moi, cette année, je ne serai pas concernée par tous ces aspects négatifs dus aux hautes températures de l'été. Parce que je cache un secret. C'est juste ici, dans ma veste. Ce secret s'appelle Tempesta. Il s'agit d'une petite plaque thermique révolutionnaire. Un dispositif miniaturisé pour le contrôle thermique, entièrement portatif et intégrable dans n'importe quel type de vêtements, comme des vestes ou des équipements de protection individuelle. Tétis. Tétis est le nom de la société qui a développé ces produits. Et moi, je suis Rebecca, sa directrice technique. Tétis naît à la suite du choc dû à la découverte que 1 milliard d'euros est perdu en moyenne chaque année par les entreprises du BTP en France à cause des vagues de forte chaleur. Et ce chiffre ne prend même pas en compte l'augmentation moyenne de 10% des coûts de main-d'œuvre pendant les périodes des grands froids. Effectivement, tous ceux qui travaillent en extérieur, mais aussi les ouvriers à l'intérieur des fonderies ou des chambres froides, par exemple, sont contraints de travailler dans des conditions extrêmes, où les températures difficiles les exposent à des risques d'accident, ralentissent leur activité et entraînent donc à une perte de la productivité. Tout ça parce que les ouvriers ont soit trop chaud, soit trop froid. Tétis naît pour résoudre ce problème. Son fondateur a créé la société en avril 2023. Lui, ingénieur nucléaire, et moi, ingénieur aérospatial. On s'est rencontrés à Thales Alenia Space, ici, à Cannes, où les deux, on a travaillé pendant des années sur le développement des technologies pour le contrôle thermique des systèmes en orbite. Mais pourquoi quitter le secteur de l'aérospatial pour se dédier à une nouvelle start-up? C'est la même question que mes parents m'ont posée aussi au début. Et ma réponse est que je n'ai pas pu m'empêcher de saisir une occasion tellement unique. Parce que Tétis, ça veut dire résoudre un vrai problème en améliorant les conditions des travailleurs. Tétis, ça veut dire faire partie d'une start-up avec le 80% des quotas de femmes. Tétis, ça veut dire que la bonne humeur est toujours assurée dans les bureaux grâce à la présence de Libera, la grande chienne blanche, et de Tempesta, la petite noire, qui a donné son prénom aux produits développés par la société. En outre, je vous assure qu'on ne s'est pas vraiment trop éloigné de nos secteurs de l'ingénierie, parce que les mêmes technologies issues des secteurs spatial et nucléaire, on les a utilisées comme base technique pour la conception du produit Tempesta. Un produit qui est breveté et qui représente le circuit de contrôle thermique portatif les plus petits jamais conçus. Conçu pour le bien-être des utilisateurs et pour permettre aux travailleurs de rester à la température qu'ils souhaitent, même dans des conditions extrêmes. Maintenant, Tempesta est en phase de test avec des partenaires qui représentent des travailleurs en extérieur et qui sont donc affectés par les conditions climatiques difficiles. Mais en juillet, Tempesta sera aussi testé par des ouvriers qui travaillent à l'intérieur de certaines centrales nucléaires et de certaines verreries. Mais pourquoi se limiter uniquement au secteur du travail sous la terre ferme? Tétis est en train de s'engager dans des projets pour le contrôle thermique personnalisé des plongeurs et des astronautes. Ce dernier pour essayer de réaliser avec l'Agence spatiale européenne la première combinaison spatiale entièrement made in Europe. Actuellement, à Tétis, on est aussi en train de développer une nouvelle version de ce dispositif de contrôle thermique portatif. Nouvelle version qui, pour empêcher la naissance de jalousie à l'intérieur de notre équipe, il pourrait s'appeler Libera. Si vous êtes curieux et si vous voulez en savoir plus ou si vous êtes intéressé par ces dispositifs de contrôle thermique portatif, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Rebecca. Vous en êtes où aujourd'hui du développement commercial de cet ensemble portatif? Maintenant, on est vraiment en phase de test avec des premiers clients. Par exemple, maintenant, on teste avec, comme on disait avant, avec Veolia, par exemple.
et on a enchaîné une série de rendez-vous dans lesquels nous, on montre nos prototypes et Veolia, les clients, nous présentent leurs problématiques, leurs commentaires sur les produits et nous, on essaye d'aller vers eux en modifiant, par exemple, le design du produit pour qu'eux, ils sont bien contents avec notre produit. Donc, c'est un peu ça la relation qu'on est en train de générer avec les clients. Et c'est important pour nous de vraiment dire aux clients, OK, le produit n'est pas encore au 100% de sa forme parce qu'il y a encore de développement qu'on est en train de faire, mais c'est avec eux qu'on veut arriver à réaliser le produit final. C'est ça qui est important. C'est grâce à eux, grâce aux clients aussi, que nous, on peut améliorer et arriver à la perfection, entre guillemets, de notre produit pour vraiment arriver à le vendre et ne plus le modifier. C'est un peu ça l'idée. Vous pouvez nous remontrer rapidement l'exemple? Bien sûr. Donc là, il y a une partie avec un produit qui passe dans la poche, là. Et ensuite, il y a des petits ventilateurs en bas, là. C'est ça. Effectivement, l'idée, c'est que c'est un circuit, OK, où à l'intérieur, on va mettre de l'eau. Il y a une pompe qui pousse l'eau à l'intérieur du circuit et l'eau va passer à l'intérieur des composants qui s'appellent pelletiers. Ce sont des composants thermoélectriques qui est exactement, c'est juste en bas des deux ventilateurs. Donc, l'eau qui passe là va se refroidir parce que le pelletier va devenir froid grâce à la puissance électrique. Il devient froid d'un côté. Donc, l'eau qui passe à contact se refroidit. L'eau passe dans les circuits et permet à la plaque de refroidir le corps. Et le petit ventilateur, il tourne tout le temps? Normalement, oui, parce que effectivement, sous le pelletier, sur un côté, il devient très froid, l'autre côté, il devient très chaud. Mais ça gêne pas l'opérateur de savoir des vibrations partout dans le corps, là? Les ventilateurs, si on peut voir, c'est très petit et on est en train de faire plusieurs tests parce que, par exemple, plus on lui donne de voltage, donc plus de puissance électronique, plus le ventilateur tourne vite et ça marche mieux. Mais c'est vrai que ça peut générer des petits bruits. Mais on a testé avec les clients et tout et on a trouvé le règlement parfait pour qu'on n'entend rien. C'est ça aussi notre idée de faire si qu'il n'y a pas de bruit du tout. Et c'est ça qu'on est arrivé à obtenir pour les ventilateurs. Mais c'est ça l'idée d'optimiser et c'est important d'avoir les retours des clients parce que c'était eux, par exemple, la première fois qui nous ont dit effectivement c'est un peu bruyant. Et donc on a essayé et finalement on a trouvé la manière pour faire si que les ventilateurs ne font plus de bruit. Et là on était très contents pour ça. Et le brevet est déposé où? France, Europe, monde? Pour le moment c'est dans le monde entier. D'accord. C'est dans le monde entier. Et pour l'usage spécifique pour la partie vestimentaire, pour l'usage limité à la partie vestimentaire ou il y a d'autres usages? Non, pour tous les usages. C'est vraiment les produits brevetés en soi-même. Après, on peut l'appliquer partout. Notre idée, au début, effectivement, c'était de l'appliquer, par exemple, dans des vestes, comme celle-là, pour des événements, pour qu'ils travaillent en extérieur, mais dans des événements, par exemple, quand il fait très chaud. Et après, effectivement, on a vu qu'il y avait un grand marché pour tous les travailleurs vraiment en extérieur, comme en général, comme pour Veolia, Eiffage, dans les constructions. Et là, donc, on peut l'intégrer dans des vestes ou des équipements qui sont déjà à eux. C'est des équipements qu'eux, ils utilisent pour se protéger. Et c'est bien parce que la même plaque, on peut l'intégrer directement sous leur veste. Et quand sont prévues les premières ventes? Là, on est en phase aussi de vente parce qu'il y a cette relation avec les clients, c'est-à-dire qu'on les rencontre, eux nous donnent des conseils, mais vu qu'il était approche, les clients nous demandent déjà de leur fournir des premiers produits. Donc, on sait que ce n'est pas le produit encore final, mais eux sont déjà contents et disent « Ok, nous, on les teste. On vous achète une trentaine, comme ça, on le prend comme test. Et pour nous aussi, ça va être très bien, comme ça, on peut développer avec. » Mais eux vont déjà l'acheter pour cet été. Donc là, vous êtes au niveau prototype. Finalement, vous n'êtes pas encore en production de masse. Combien ça va vous coûter de le produire et c'est quoi votre positionnement au niveau tarifaire sur le marché? À terme, l'idée, c'est de faire de ventes sous forme d'abonnement. Donc, on pourra l'acheter, par exemple, à l'année, et ça va coûter 400 € à l'année, ou par mois, 120 € par mois. Et il y a cette idée parce que, par exemple, on voudrait pouvoir nous-mêmes faire des améliorations. C'est comme, par exemple, quand sur votre portable, il vous demande est-ce qu'on peut faire une mise à jour. Mais nous, on ne peut pas faire la mise à jour à distance. Donc, il y a l'idée du retour du produit. Comme ça, nous, on peut faire les améliorations ou des réparations s'il faut. Et après, le redonner encore au client. C'est un peu ça l'idée. Hardware as a service. En tout cas, Rebecca, vous avez l'air beaucoup plus à l'aise que vous, parce que nous, on est très chaud sur le plateau quand même. Mais elle est beaucoup plus à l'aise. Hein.
Est-ce que vous avez une idée du coût de la maintenance et du maintien d'un tel dispositif à l'année par exemple? Ça dépend. C'est important pour ça aussi de faire des tests parce qu'effectivement, il y a plusieurs composants. Comme on disait avant, il y a une pompe, il y a les pelletiers, il y avait les ventilateurs. Donc, ça va vraiment dépendre de quel type d'endommagement on a sur quel composant. Mais par exemple, tous les composants qu'on a, ils sont autour de prix de 1 euro, 2 euros. Juste les composants, je parle, pas tout le reste. Mais donc, s'il y a un composant qui se casse, pour nous, ce serait facile, entre guillemets, de le remplacer. C'est pour ça que c'est bien aussi pour le remplacer, serait facile, rapide pour nous, parce que c'est un circuit, on peut facilement le remplacer et ça ne devrait pas coûter trop cher. Donc, Merci beaucoup, le temps est écoulé. Ils ont fait durable, là, ils ont fait durable. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Rebecca. merci. Votre accent, il vient d'où, votre accent? D'Italie. Ah, j'aime beaucoup les accents. D'Italie, de Turin, c'est ça. De Turin. Hein, Bravo. T'as vu, j'ai une boule de voyance. Quel moi, voyageur ce Laurent, franchement, alors, vraiment. voilà, tu as raison. Merci beaucoup, Rebecca. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, bravo. Prego. Et maintenant, on retrouve notre deuxième candidat. Et aujourd'hui, une candidate qui s'appelle Louise. Louise Guémard. Bonjour Louise. Eh ben, bonjour, merci pour être ici. Bah non, avec grande joie. Donc voilà, vous avez découvert nos 4 membres du jury. Bah, Promis, bonjour. ils sont sympas. Hein. Franchement, jusqu'à maintenant, ils ont été sympas. Hein. Ok. Donc tout devrait bien se passer. Bah, tout va bien alors. Vous représentez la société Silence Éphémère. Exactement. Eh bien écoutez, je vous laisse le plateau. Vous êtes bien sur Cannes Reims TV et puis on se retrouve juste après. Allez, bonne chance. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Louise Guémard et j'ai fondé Silence Éphémère. Le but de Silence Éphémère, c'est répondre à cette problématique. 90% des artistes gagnent moins de 1 000 € par an grâce au streaming. Pourtant, on est 4 milliards à écouter de la musique quotidiennement. C'est pas possible. Donc le but de Silence Éphémère, c'est de permettre en fait aux artistes et aux professionnels de la musique de pouvoir vivre pleinement de leur musique. Pour cela, notre objectif, c'est de créer une gamme de produits complémentaires qui vont permettre en fait de valoriser, d'encourager et aussi de changer un peu l'industrie de la musique. Nous avons un magazine qui donne toutes les insights de l'industrie de la musique et aussi les artistes à suivre. Aujourd'hui, on a plus de 50 artistes et professionnels de la musique qui viennent nous voir tous les jours pour être mis en avant sur notre magazine. Dès septembre, nous lançons l'abonnement payant avec des insights beaucoup plus poussés sur l'industrie de la musique, ses ressources, etc. et des analyses. Nous avons aussi un programme d'accompagnement qui permet de professionnaliser les artistes et aussi de permettre d'avoir plus de visibilité. Aujourd'hui, je suis complètement complète sur les accompagnements. Je ne peux plus prendre d'artistes et donc j'ai une liste d'attente. J'ai 9 artistes en liste d'attente pour septembre 2024. Le but maintenant, c'est de commencer à recruter d'autres experts avec moi pour prendre plus d'artistes, mais surtout signer les artistes avec le plus de potentiel artistique. Et enfin, on a notre produit un peu innovant. On a la Wonderplace. La Wonderplace, c'est une plateforme de partage de vidéos musicales qui permet aux auditeurs de prendre part à l'industrie de la musique, de devenir plus que de simples spectateurs. Parce qu'en fait, nous croyons que la musique permet à la fois de connecter, mais aussi de créer des liens avec son entourage. Nous avons entièrement poussé la plateforme au niveau de l'intelligence collective. C'est-à-dire que vous allez pouvoir découvrir des artistes en suivant votre entourage, mais aussi en rentrant dans notre communauté. Mais notre innovation, c'est que vous pouvez collectionner les vidéos musicales. Vous n'allez pas pouvoir collectionner l'entièreté des vidéos musicales. Vous allez collectionner 5, 10, 15, 20 secondes. Et pourquoi ? Mais c'est pour faire passer des messages. Vous allez par exemple collectionner 5 secondes d'une vidéo musicale pour un refrain, pour déclarer votre flamme. Vous allez collectionner l'extrait de concert où vous avez embrassé la première fois votre conjointe. Vous allez collectionner un couplet pour vous faire pardonner, etc., etc. Et il y en a d'autres qui vont aussi collectionner la musique, tout simplement, soit pour soutenir leur artiste favori, soit pour se sentir bien plus proche. Aujourd'hui, la plateforme, elle est en bêta-test. Et nous sommes en train de lancer les collections de musique en juin 2024 pour un lancement officiel en 2025. Aujourd'hui, Silence Éphémère est accompagné par plusieurs
structures d'accompagnement, par aussi un gros réseau de télécoms en France et par d'autres grosses entreprises, entreprises françaises et aussi par des experts dans l'industrie de la musique et de l'innovation. Notre objectif, c'est clair, c'est de devenir le prochain acteur incontournable et majeur de l'industrie de la musique. Aujourd'hui, l'industrie de la musique, c'est 28 milliards de chiffre d'affaires avec une croissance de 10% par an et je veux faire partie de cette croissance pour les années à venir. Nous, en ce moment, on va lever des fonds à partir de septembre 2024 officiellement pour pouvoir développer notre croissance. On a pu tester nos produits au fur et à mesure des années et maintenant on a des résultats qui sont intéressants pour pouvoir commencer à aller voir des investisseurs. Donc merci beaucoup, je vous invite vraiment à nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi pour avoir toute l'actualité de Silence éphémère. Merci Louise. Merci. Vous parlez de l'accompagnement des artistes. Vous avez une liste d'attente de 9 artistes, mais ça veut dire que vous en avez combien qui sont déjà en cours d'accompagnement? Aujourd'hui, j'ai 8 artistes parce que je le fais toute seule par moi-même, sachant que j'ai d'autres produits de tester. Donc j'ai 8 artistes. Une personne peut prendre au maximum 15-20 artistes si la personne est bien productive, d'où pourquoi prendre un recrutement pour prendre plus d'artistes et aussi commencer à faire aussi un accompagnement un peu plus scalable, c'est-à-dire que maintenant on est en train de faire venir des prestataires externes pour être sur des sujets très spécifiques. Par exemple, l'administration musicale, c'est un prestataire externe qui fait ces accompagnements de 3 heures pour aider l'artiste à structurer au niveau. Donc en fait, on gagne des heures et on permet nous d'en prendre beaucoup plus. C'est pas un modèle de bénévolat par rapport au mentoring ou à un système associatif. On est vraiment sur un système où vous avez besoin de recruter à chaque fois que vous augmentez la taille de vos artistes que vous accompagnez, d'avoir systématiquement de scaler en fait avec un recrutement. Exactement, avec un recrutement, mais l'accompagnement, j'aimerais bien encore, là je suis en cours vraiment de testing avec les artistes et j'aimerais bien continuer à l'améliorer pour aussi en fait en prendre plus. Et d'ailleurs, il y en aura qui seront signés en contrat de licence en contrat d'artiste ou en contrat de licence pour pouvoir là prendre des pourcentages sur leurs revenus. Là, c'est une facturation quoi, mensuelle quand vous l'accompagnez? Là, exactement, c'est mensuel en une fois. J'ai certains artistes là à la rentrée qui vont le faire en une fois et j'en ai d'autres qui le font mensuellement. C'est vraiment ce qui. C'est quoi le palier moyen d'une facturation mensuelle pour un artiste? Mensuellement, on est à 250. Ça, c'est le minimum. Et le plus haut, c'est 400 € par mois. Et là, j'ai un label qui est carrément intéressé pour venir dans l'accompagnement. Et là, on est carrément à 2000 € par mois. On est sur une plus grosse prestation parce que là, il viendrait avec lui et avec ses artistes. Et le business model autour de la Wonder Place, ça serait quoi? Alors le business model autour de la Wonder Place, c'est des pourcentages. À chaque fois que en fait, une vidéo musicale est achetée, on prend 20% en fait, de commission. À chaque fois qu'elle est revendue, on reprend 10%. Il y aura des publicités et des abonnements, que ce soit pour les labels, les artistes, mais aussi l'auditeurs. Puisque c'est une plateforme comme ça, on va pouvoir récolter énormément de data et en permettre de faire des abonnements pour les labels et dire quel artiste va percer. Et surtout en discutant avec une société en Thaïlande qui fait venir les artistes français en Thaïlande pour se développer en Thaïlande. Il disait que c'était super intéressant au niveau pour lui, pour savoir en fait quel artiste en fait va percer, quel artiste en fait va signer, il doit signer, etc. etc. Et surtout la vraie fanbase et surtout le vrai chiffre d'affaires d'un artiste. Parce qu'aujourd'hui, on ne le voit pas avec un Instagram, on voit 10 000 abonnés, on se dit « Ah, c'est génial et tout ». Et en fait, derrière, peut-être, il n'arrive pas à vendre du merchandising, il n'arrive pas à vendre de places de concert. Là, on pourra vraiment quantifier vraiment quel chiffre d'affaires de l'artiste. Et comment vous intégrez dans la chaîne de valeur globale, entre un YouTube d'un côté, entre un Spotify et d'autres marques de streaming? Donc en gros, pour évaluer si l'artiste a du potentiel ou pas du potentiel, alors ça va être, il faut prendre plusieurs facteurs. Déjà, est-ce qu'il arrive à faire des concerts? Parce qu'aujourd'hui, les concerts, c'est ce qui rémunère le plus un artiste. Est-ce qu'il vend du merchandising? Est-ce que là, sur les réseaux sociaux, il n'a pas le nombre de followers, mais est-ce qu'il a une fanbase engagée? C'est plutôt le taux d'engagement qui va être plus regardé sur les réseaux sociaux. Et après, surtout, ce qui va être Spotify, ça va être le nombre d'écoutes. Et quand il lance un morceau, combien en fait naturellement il va avoir en fait d'écoutes naturelles sur Spotify. C'est tout ça qui est pris en compte, de savoir vraiment si l'artiste
l'artiste en fait a acheté. Et jusqu'à Un potentiel. depuis la genèse du projet, jusqu'à présent, vous avez dépensé combien d'argent et vous voulez lever combien pour tenir les 3 ans qui arrivent? Aujourd'hui, sur ce projet, personnellement, j'ai investi 20 000 euros et j'ai fait de la love money à 50 000 euros. Et là, je suis En equity ou en compte courant? en love money, tranquille. D'accord. Et après, je suis en train je vais lever à partir de septembre 500 000 euros, contre 20% de mon entreprise, pour pouvoir là se développer. Surtout qu'il y aura plusieurs levées de fonds par la suite, parce que aujourd'hui, le plus gros marché de la musique, c'est les États-Unis. Donc il faudra très rapidement s'internaliser aux États-Unis, en Amérique du Nord. L'argent qui va être levé, il va être alloué de quelle manière pour Recrutement. Ouais. Recrutement, parce qu'il faut impérativement des développeurs pour continuer en fait à développer, corriger les bugs, corriger les choses, corriger le parcours client, parce que là on a eu des retours sur le parcours d'upload, donc là il faut absolument qu'on change des petites choses sur le parcours d'upload. Ça va être surtout des profils aussi, un profil pour le magazine pour faire des articles, et aussi ça va être beaucoup de communication en termes de tout ce qui va être influenceur. Ça va être publicité, etc. sur la plateforme pour ça. Merci beaucoup. Ça y est, les Merci. 4 minutes sont passées. Ça passe vite, hein. Ouais, Ça passe très très vite. Hein. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, merci le jury. Et puis, on vous retrouve juste après. Ok, merci infiniment, merci beaucoup. De retour sur le plateau de Cannes les Reims TV, on reçoit maintenant notre 3e candidat et aujourd'hui je suis avec Stéphane Azikian. Bonjour Stéphane. Bonjour, Ça va Stéphane? très bien. Prêt pour pitcher? Oui, Bon, en tout cas Stéphane, vous avez 5 minutes de pitch, 4 minutes de questions auprès de nos 4 membres du jury. Eh bien écoutez, si le jury est prêt et que vous êtes prêt, je vous laisse la place. À vous et bonne chance. merci. Bonsoir membres du jury, donc Stéphane Azikian, je suis le cofondateur de Polystock, une start-up un petit peu particulière puisqu'elle s'est fixée comme objectif très ambitieux d'arrêter les transferts de polluants d'origine anthropique de la terre vers la mer, avec on va dire une approche qui était complètement différenciante puisqu'on s'est un petit peu mis on va dire en contradiction avec la pensée dominante de l'époque quand on a créé l'entreprise, puisque l'objectif c'était de nettoyer les mers et les océans. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un petit problème, que c'était très complexe. Et encore, on n'avait pas encore toutes les données. Et on a essayé de comprendre d'où venaient ces déchets. Donc il faut savoir que 80% des déchets qu'on retrouve dans les mers et océans viennent de terre. La question qui était en suspens, par où transitent ces déchets? Et il faut savoir que 70% de ces déchets, donc ce qui est un chiffre très très important, transitent par les réseaux hydrauliques qui sont construits par l'homme. Donc tout simplement, c'est une façon un petit peu maladroite de m'exprimer, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement, on s'est dit on va fabriquer des pièges à déchets qu'on va installer à la sortie des réseaux hydrauliques et qui vont pouvoir permettre de laisser l'eau s'évacuer tout en retenant les déchets. Alors, c'était simple sur l'idée, dans la pratique c'était beaucoup moins simple. On a mis quand même 2 ans pour construire le premier filet qui puisse résister à la pression hydrodynamique. 2 ans pour qu'il reste à sa place. Le premier filet, pour rien vous cacher, il a tenu 4 jours. Première pluie, plus de filet. Et ensuite sont venues d'autres problématiques qui étaient encore plus complexes à résoudre. C'était qu'une fois que le filet était plein, il fallait vider le filet. Alors ça paraît évident, une fois qu'on le voit sur ces photos-là, mais en fait à l'époque ça ne l'était pas. Et donc il a fallu qu'on crée une pièce spécifique qui aille entre le filet et l'ouvrage hydraulique, qui est un cadre support et qui permettent de vider un filet rapidement, en toute sécurité. Pour que vous ayez une échelle, en 2015, on mettait 4 heures pour vider un filet de 3 tonnes. Aujourd'hui, on met 12 minutes, entre 12 et 15 minutes, en fonction de l'expérimentation des équipes qui vont intervenir. Alors, aujourd'hui, Polystock, c'est une start-up qui s'est développée, qui a, on va dire, trouvé son marché. On a à peu près 650 filets opérationnels en France et dans le monde. On a développé aussi des paniers filtrants, donc ils vont se mettre sous les grilles d'avaloir. On a à peu près 4000 filets, paniers qui sont opérationnels aujourd'hui. Et fin d'année dernière,
on a quand même bénéficié d'une belle reconnaissance puisqu'en fait la France a sorti son index French Blue Tech. Donc c'est un index qui a été souhaité par le président de la République et qui est censé, on va dire, lister les entreprises de France les plus dynamiques et les plus efficaces dans le domaine océanique. Et on fait partie des 35 premières startups à figurer dans cet index. Donc c'est une belle reconnaissance. Pourquoi ? Puisque jusqu'en 2015-2016, en fait, nos solutions, je le dis aujourd'hui avec beaucoup de recul, n'intéressaient personne. On nous a dit que nos solutions ne servaient à rien, que nous ne servions à rien. Et de cette critique qui était très dure, en fait, on en a fait plutôt une force. Et ça nous a permis de surmonter tous les obstacles. On était 3 en 2015, on est 12 aujourd'hui. Donc c'est une belle progression. Et une fois qu'on a eu bénéficié de cette reconnaissance, en fait, de cette belle visibilité l'année dernière, un grand groupe que je ne citerai pas international a commencé à s'intéresser à nos solutions et est en train de travailler sur un projet qui est ambitieux, puisque c'est le projet Zéro, qui veut faire de la France le premier pays au monde à garantir le non-transfert de déchets de la terre au milieu aquatique. Donc c'est une belle ambition. Nous avons été prescripteurs de ce projet, ils ont utilisé nos connaissances, notre expertise bien évidemment, toutes les erreurs que nous avons pu commettre, tous les échecs que nous avons surmontés pour construire ce projet. Et je pense que voilà, si en tant qu'entrepreneur, j'en vois l'aboutissement, ça sera la plus belle consécration de l'histoire de cette start-up. D'un point de vue fonctionnel, est-ce que vos solutions s'adaptent à tout type d'écoulement, à tout type de plateforme, toute dimension, toute forme ? Oui, alors en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 12 gammes de filets différentes. Donc du tout petit filet qui va pouvoir se gérer manuellement. Donc c'est un filet qui va récupérer 25-30 kg de déchets, jusqu'à des filets hors normes, alors qu'on a tous baptisé, bien évidemment, le filet le plus hors norme, c'est le T-Rex. Donc c'est le méga prédateur à déchets. Il faut bien comprendre que c'est le filet XXL. C'est un filet qui résiste à 18 tonnes de poussée hydrodynamique, qui est capable de collecter 9 tonnes de déchets. Et donc, en fait, notre problématique aujourd'hui, c'est la disponibilité des engins mécaniques qui permettent de vider les filets, et non plus le filet lui-même. Donc la réponse est oui, on est capable d'équiper un petit ouvrage de 20 cm de diamètre jusqu'à des ouvrages qui font 14 mètres de large, 5 mètres de haut. Il n'y a aucune limite en fait. D'accord. Qui sont les clients? C'est des communes? Alors historiquement, c'était les communes. Un décret est sorti en 2021, mis en application en 2022, qui oblige les industriels, alors surtout ceux qui utilisent les granulés plastiques, à sécuriser tout leur rejet vers le milieu naturel. Et là, alors ils sont moins concernés par les filets, mais plus par les paniers. Les paniers filtrants, là on va les mettre sous les grilles d'avaloir à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur. Et là on va pouvoir intercepter tous les granulés qui, alors là accidentellement évidemment, ça n'a rien à voir avec le domaine public où là en général la pollution entre guillemets est volontaire. Là c'est plus involontaire, c'est un accident dans le monde industriel et là on va pouvoir intercepter ces petits déchets. Qui vide les filets pleins de déchets et comment ils savent que le filet est plein de déchets? Alors, moi au départ, quand on a développé ces solutions-là, on voulait se contenter de notre idée, donc développer un filet, le fournir aux utilisateurs, sauf qu'on n'avait pas bien compris qu'en fait on était dans un monde qui n'existait pas, on a créé un monde, on s'en était pas vraiment rendu compte, et le premier client qui a demandé, oui, ok, moi je veux bien installer un filet, mais comment j'installe le filet avant de le vider, comment je l'installe? On va vous l'installer, bien évidemment. Mais après, moi, je ne sais pas le vider, donc on va vous le vider. Et après, on est allé encore plus loin, on a trié, on a caractérisé. Et quand on a 600 filets opérationnels, demain, il y en aura 100 000, il y en aura 200 000, les filets doivent devenir intelligents. Le premier filet intelligent a été installé sur Cannes. Donc c'est un filet qui nous parle... Ah, dis donc, Grégory, t'es un visionnaire. Voilà. Oui, quelle avance. Ouais. En fait, il faut surtout du courage et de l'audace. Et c'est pas donné à tout le monde, il faut savoir le reconnaître. Et donc ce filet en fait communique avec nous en temps réel. Il est bardé de capteurs, donc un capteur, un inclinomètre qui va nous permettre en fonction de la volumétrie du filet de savoir s'il est plein ou pas. Mais comme ce filet est installé en plein centre urbain avec les risques d'inondabilité qu'on imagine, on a des systèmes qui permettent au filet de se mettre automatiquement en sécurité à un certain niveau d'eau qui est tolérable. Là, on ne va pas dépasser 60 cm d'eau. Et là, automatiquement, le filet se mettra en sécurité et le filet va nous informer qu'il s'est mis en sécurité. Donc aujourd'hui, on peut vérifier à distance,
à la fois le statut et la situation réelle d'un filet. Comment on passe de 600 bases installées plus les petits filets à une base de 100 000 ? Parce que le marché me paraît colossal. Par contre, je pense que c'est plein d'ingénierie, aussi bien dans l'étude en amont que dans l'exécution en aval. Et donc, comment on arrive à atteindre cet objectif-là ? Alors, c'est pas un problème interne à Polystok, parce qu'aujourd'hui, on a des logiciels qui nous permettent d'aller très vite dans la modélisation. Faut savoir qu'avant, on mettait à peu près 2 à 3 jours pour étudier un site, faire l'estimation du type de dispositif, le budget, etc. Aujourd'hui, on met une demi-journée. Et demain, on mettra quelques minutes. Parce qu'en fait, à un moment donné, la technologie est capable de nous accompagner là aussi sur ces sujets-là. Après, ce qu'il nous faut, c'est un enjeu réglementaire. C'est là-dessus où le projet zéro, a toute sa portée. C'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, les collectivités sont volontaires. Et demain, ce qu'il faudra, c'est que ça soit une obligation légale. Moi, ce qui m'inquiète quand même beaucoup, c'est qu'on se préoccupe. C'est important de s'en préoccuper. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir à quelle fréquence vous les videz. Ce qui m'inquiète, c'est de voir les photos où on voit autant de déchets. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail ? Est-ce que vous avez l'intention de travailler aussi sur la pédagogie en amont ? Parce qu'il faut limiter au maximum les déchets et limiter le fait qu'ils arrivent dans ces filets. Alors c'est très bien de les mettre en place, mais en amont, est-ce que vous investissez, est-ce que Polystok investit aussi dans la pédagogie, dans la sensibilisation Oui. Alors, auprès des Français ? en fait, nos dispositifs, que ce soit les paniers ou des filets, sont effectivement, vous avez raison, des outils pédagogiques de sensibilisation. Pourquoi ? Parce que quand moi j'ai commencé à proposer mes solutions, on m'expliquait qu'il n'y avait pas de problème. En fait, j'ai inventé moi un problème. On a réussi à démontrer la réalité de ce problème-là et on a très rapidement compris qu'effectivement c'était un outil qui nous permettait de communiquer et d'essayer de faire changer les comportements des gens. Et je vais prendre un exemple concret. La lingette, c'est Polystok qui a démontré la réalité de la problématique polluante des lingettes. Aucune organisation, aucune association, ils étaient tous focalisés sur le plastique, la lingette était sous les écrans radars et on leur a dit mais attendez, nous on a des filets qui sont remplis de lingettes, il faut communiquer, il faut sensibiliser. Et là c'est simple, la lingette, ça ne se jette pas dans les WC, ça se jette dans une poubelle. Le geste il est aussi simple que ça. Merci beaucoup Merci à vous. Stéphane. Merci, Merci Stéphane, les bravo. membres Merci. du jury. Bon, ça va le jury ? Tout va bien ? Tout va bien. Passe, Ouais. Bon. Encore une tout belle autour, promotion. mais encore une belle pépite. Ouais, C'est vrai belle qu'on a des belles promotion. pépites. Hein. On a de la chance d'être Quel sur le territoire bassin canadien. dynamique. Enfin, Non, mais on est fiers quand même que Cannes soit la première ville à avoir mis en place le filet Bien sûr, intelligent. là. depuis 2015, c'est ça ? Le filet connecté, c'est depuis l'année dernière. Ok, oui. C'est vraiment les dernières Il est- évolutions. Il était où Le Il est où sur le... Le filet connecté, il est Il sur est le réseau. dans le vallon de la Fou, au niveau de l'impasse Le Goff. D'accord, ok. eh ben voilà, C'est on est celui très que vous fiers. avez là. Très très fiers. Ah oui, tout à fait. Bravo. Merci à vous. Vraiment Merci. bravo. Merci, Merci. bravo. Ne quittez pas, on va marquer une courte pause sur la chaîne Cannes TV, Canal 30, chez Orange, Bouygues, Free et SFR. Le Géry, il bouge pas, ça va, il est en pleine forme, il est là. Oui. Bon, allez, ils vont se reposer un petit peu et on revient dans quelques minutes. Hein, mais vraiment, ça va être très très court, dans moins de 2 minutes. Allez, à de suite. De retour sur le plateau de Cannes, les Reims TV. Voilà, on a pris une petite pause, le temps de boire un bon café, un bon jus de fruits. Et bien entendu, avec une nouvelle candidate, notre 4e candidat. Et je suis avec Sandrine Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, première expérience, j'imagine, télévisuelle. Devant face à nos jurys, à notre 4 membres. Wow. Bon, c'est vrai quand ils regardent Éminent. comme ça, ils font un peu peur. Hein. Ils font Éminent. un peu peur. Hein. Non, ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Bon, est-ce que le jury va toujours bien ? On est brûlant. C'est vrai ? Je vous sens concentrés tous les 4. Hein. Ouais, mais Même, plein d'espiègleries, surtout dans le fond là-bas. Il a mangé trop de cassoulet. Voilà, on l'a placé. Un jour, on racontera tout, les coulisses. Ça sera le best-of de Noël de Cannes TV en fin d'année. Voilà. Bon, en tout cas, Sandrine, c'est à vous. Vous représentez la société donc Oopies, donc logiciel de crédit management. Allez, Merci c'est beaucoup. à vous. Place sur le plateau de Cannes TV. Merci. Bonjour à tous, donc je m'appelle Sandrine Julien et je suis responsable marketing chez Oopies. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous remercier parce que vous me donnez l'opportunité de vous parler d'un enjeu crucial pour la bonne santé des entreprises. Et d'ailleurs, plutôt qu'enjeu,
Je devrais même parler de fléau, parce que je vais vous parler d'un véritable fléau, celui des retards de paiement clients. Est-ce que vous saviez qu'en France, en 2023, 82% des entreprises B2B ont subi des retards de paiement conséquents pour leur trésorerie? Et sauriez-vous me dire dans quelle mesure augmente le risque de faillite d'une entreprise si ces délais de paiement moyens atteignent 60 jours? 50. Quand même pas, mais 25%. Par contre, si ces délais de paiement atteignent 90 jours, eh bien ce risque de faillite quadruple. Et lorsque l'on sait qu'en 2023, en France, il y a eu près de 58 000 entreprises défaillantes, on comprend bien cet enjeu. Et vous pouvez peut-être aussi bien comprendre pourquoi, chez Whoopis, on s'est donné comme mission de donner tous les moyens aux entreprises d'être payées en temps et en heure. Alors, ça tombe bien, parce que chez Whoopis, en fait, on est une quinzaine de professionnels. La moitié sont de véritables experts en credit management, recouvrement, pilotage du poste client, gestion du risque client. On cumule plus de 100 ans d'expérience. Et de l'autre côté, nous avons des professionnels de la digitalisation et du développement informatique. Donc tous ensemble, mi-2021 à peu près, on a mis sur le marché un logiciel de credit management dernière génération. Et ce logiciel permet à nos clients, en seulement quelques mois d'utilisation, de réduire de 20% leur délai de paiement moyen et de diviser par 4 le temps de gestion du poste client par les équipes financières et commerciales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire moins 20% de délai de paiement? Prenons l'exemple d'une entreprise qui ferait 5 millions de chiffre d'affaires par an et qui aurait 1 million d'encours. Donc d'après vous, quel est le gain de trésorerie que mathématiquement, automatiquement, en diminuant de 20% son délai de paiement moyen, elle va gagner? Eh bien, c'est 200 000 € directement en faisant uniquement des efforts sur la bonne gestion du poste client, en encaissant mieux et plus vite. Et ça, nos clients l'ont bien compris. On comptabilise maintenant plus de 350 entreprises utilisatrices. Donc des PME, des ETI, des grands groupes, qui d'ailleurs, pour la plupart, n'ont pas forcément énormément de retard de paiement ou d'impayés. Elles ont juste bien compris cette mécanique. Le fait qu'il vaut mieux avoir l'argent chez soi que dehors. Et ça leur permet en fait de développer, d'investir et d'un véritable développement de leur futur. Et d'ailleurs, chez Whoopis, quel est ce futur? Eh bien, on souhaite se développer en Europe à partir de l'année prochaine et pour devenir, avec quelle ambition, devenir leader européen d'ici 2030. Donc je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis, soyez heureux, soyez payés. C'est pas mal. J'aime bien. On l'a peut-être évoqué au tout début, là, quand on se préparait. Comment vous vous positionnez? Parce que je pense qu'il y a plein d'acteurs de l'IT qui ne vous ont pas attendu pour faire du credit management. Donc, avec du SAP, du Oracle, tous les grands leaders de l'IT, qu'est-ce que vous faites de différent ou de mieux ou de collaboration? Alors nous sommes à 100% un logiciel de credit management. Ce que vous avez cité, ce sont des ERP qui disposent de modules avec quelques fonctionnalités qui vont permettre d'organiser leur relance. Nous, on va bien au-delà. On va, sans rentrer dans les détails, vraiment faire de la gestion de risque, donc du vrai credit management, en pouvant, grâce à nos algorithmes, grâce à des connecteurs, identifier qui sont les bons payeurs, qui sont les mauvais payeurs. Donc là, je vulgarise beaucoup. Et à partir, finalement, de cette data, on va pouvoir définir des scénarios de relance qui sont adaptés suivant les profils des payeurs et organiser ainsi la relance et de manière extrêmement professionnelle, extrêmement pointue et aussi en étant adapté finalement à tous les profils d'entreprise. Là, on est en train de sortir un module sur la consolidation des risques qui va fortement intéresser les grands groupes et puis aussi beaucoup d'innovations autour de l'assurance crédit. Le logiciel avec lequel on peut nous comparer, c'est plutôt SideTrade. C'est vraiment lui le premier qui est sorti il y a déjà plus de 20 ans à être un vrai logiciel de credit management, mais qui était plutôt dédié aux très grandes entreprises. Nous, on a rendu possible toutes ces fonctionnalités aux ETI et aux belles PME et on espère
bientôt aux plus petites entreprises. Mais toute taille d'entreprise, mais aussi tout secteur d'activité, par exemple une boîte de la tech ou une usine de cassoulet comme celle de Thomas, est-ce qu'on peut avoir la même gestion? Tout à fait. En fait, à partir du moment où vous êtes une entreprise qui accordait des délais de paiement, c'est tout votre intérêt d'accélérer ces encaissements. Et la facturage, est-ce que c'est quelque chose que vous proposez en plus, par exemple? Parce que Alors, en aujourd'hui, fait, il y a une vraie solution d'affacturage qui est rémunérée au résultat. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez proposer en plus nous, on est vraiment un logiciel de gestion et de pilotage. Donc, parmi les fonctionnalités, en fait, on peut venir connecter tous vos services financiers. Donc, j'ai parlé de l'assurance crédit, mais c'est vrai aussi avec la facturage. Donc, on peut vraiment être en lien avec votre facteur et tout de suite savoir finalement quelles sont les factures qui sont finançables. Oui, pourquoi? On clique sur un bouton, c'est fait, c'est digitalisé, il n'y a aucune perte de temps et il y a une visibilité incroyable sur le poste client. Tout en API, tout en... Tout à fait. Oui, Ouais, sur du mais SaaS. sur le logiciel Souscription? SaaS. Pardon? En mode souscription? Oui, tout à fait. Avec un abonnement? Ce sont des abonnements annuels. D'accord. Oui. Et l'ARR ou le MRR, vous en êtes à peu près à quel niveau de... Alors, à la fin de l'année, nous aurons un ARR de 1,8 million. On est plutôt très contents. Très bien. C'est pas mal, hein? Ouais. Avec des clients, les 350 clients, pour l'instant, uniquement en France. Alors, uniquement en France, mais avec des filiales à l'étranger. Donc, on a déjà un petit pied à l'international. Et le est scoring, déjà- du coup, il est fait quoi? Il est fait, le scoring, c'est uniquement pour les sociétés françaises? Je prends une société française qui a des clients à l'étranger. Est-ce que Non. votre système de scoring permet de... Alors, nos algorithmes, en fait, scorent le comportement de paiement. On étudie l'expérience de paiement avec votre entreprise sur les 6 derniers mois. Par contre, on peut effectivement, comme je l'ai dit pour le facteur, l'assurance crédit, on peut aussi connecter les fournisseurs d'informations financières, type Mmh. Credit Safe DNB, ou ouais. Elisphère, et du coup récupérer les datas, les rapports de solvabilité. Et donc, c'est cette centralisation des datas qui vont permettre finalement de faire une aide à la décision sur le risque client. C'est quoi la stratégie financière des dirigeants aujourd'hui? C'est une levée de fonds? C'est un développement à l'Europe? Alors, on a déjà quelques actionnaires prestigieux. Donc, pour l'instant, on se repose beaucoup sur eux. Ils nous accompagnent vraiment dans notre croissance. Mais bien sûr, on a beaucoup d'ambition. Donc, on espère pouvoir réaliser une série A l'année prochaine. Bah, merci beaucoup. Merci à vous tous. Très intéressant de parler de financement, justement. Et vous êtes d'ailleurs à la Bastide Rouge, non? Tout à fait. Nous sommes voisins. Quel succès, Pépite, Grégory, de cette, une pépite juste à pépinière côté. d'entreprise. Bravo à Canisup pour Ah, sa 2 millions d'ARR, performance c'est beau. et sa productivité. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Retour sur le plateau de Cannes, les Reims TV et maintenant on va recevoir notre 5e candidat et bien entendu on reçoit Yann. Bonjour Yann. Bonjour, Ça va, tout va bien? au top. Bon, en tout cas ça donne envie, hein. Je sais pas ce que c'est mais on va découvrir avec les 4 membres du jury. Donc Yann Chekroun et vous allez représenter aujourd'hui la société Aquaspot. C'est ça. Vous êtes prêts? Allez, Eh ben alors on y va. 5 mètres cubes d'eau par jour, c'est ce que consomme aujourd'hui une douche de plage en haute saison. 2 mètres cubes, c'est ce que consomme une douche de plage plutôt dans une plage privée. Notre chiffre à nous, c'est 90% d'économie d'eau. Donc aujourd'hui, je viens de présenter la société Aquaspot. Donc Yann, 45 ans. J'ai évolué dans le monde de l'ingénierie, du traitement de l'eau pendant les 10 dernières années. Et dans la dernière société que j'ai revendue il y a quelques temps, on avait développé notre propre technologie de réutilisation de l'eau spécifiquement conçue pour un usage domestique et sanitaire. Premier cas d'application de cette technologie, comme vous pouvez le voir, c'est en fait une douche de plage. Voilà. Qui est un service de confort qu'on a voulu fortement améliorer. La technologie a d'innombrables applications, mais on a choisi spécifiquement ce premier marché des douches de plage pour pouvoir avoir une couverture et une visibilité assez forte sur le changement de paradigme qu'on veut initier dans le monde de la douche. Voilà. Aujourd'hui, ce produit-là est un produit qu'on a développé en R&D chez nous, sur lequel il y a à peu près un investissement d'1 800 000 €. Et aujourd'hui, on est en cours de levée de fonds. Aujourd'hui, on a décidé de créer cette technologie et de le mettre dans ce premier cas d'application en intégrant un business model qui est complètement indépendant des finances publiques.
L'idée, c'est de pouvoir facturer en fait un temps d'utilisation de l'équipement et de laisser, je dirais, libre le client de pouvoir appliquer une éco-participation ou une éco-contribution aux usagers. L'idée étant que le quoi qu'il en coûte est malheureusement fini et que aujourd'hui, il est temps que tout le monde participe à la transition écologique et qu'on n'a plus le choix que de tous y participer. Aujourd'hui, en fait, on est une équipe de 5 personnes autour de ce projet et donc on est en première levée de fonds. On a déjà sécurisé à peu près 300 000 € en Friends and Family et on est dans des processus avancés avec différents clubs de Business Angel. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une douche de plage déployée, c'est à peu près la consommation d'eau d'un foyer de 4 personnes économisées sur une saison. Et 5 douches de plage comme celle-ci, c'est à peu près une piscine olympique d'économiser. L'idée en gros, c'est quand même d'appliquer la technologie dans d'autres secteurs où on pourra également appliquer le modèle économique qui nous tient à cœur, qui aussi véhicule des valeurs de participation de tous. Et c'est aussi de développer cette technologie dans des déclinaisons qui sont déjà en étude chez nous, dans l'univers du camping, de la salle de sport, mais de tout bâtiment qui accueille en fait de la douche collective. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de changer le paradigme d'usage de la douche et aujourd'hui on a un track record qui est assez sympa dans le sens où on a déjà démontré l'efficacité en fait de notre technologie auprès des instances françaises comme la DDTM et l'ARS, accompagnées depuis d'ailleurs l'année dernière par la commune de Cannes et le maire David Lisnard, mais aussi par du coup une marque de maillot très connue que je ne citerai pas mais qui est facilement décelable sur la photo que vous voyez. Voilà. On voit bien. Voilà. Merci Yann. Merci. Alors Christopher, je ne te demande pas ton avis parce que toi l'eau c'est pas trop ton truc, c'est plutôt le jus de raisin. David, tu penses quoi? Le modèle économique, c'est quoi? Donc du coup, c'est une vente. Le modèle économique, en fait, c'est une installation gratuite de l'équipement pour un déploiement rapide et donc un impact écologique significatif. Et ensuite, c'est une facturation en fait du temps d'utilisation de l'équipement. Et généralement, on met en place un accord avec le client qui va du coup répercuter ça sous forme d'éco-participation ou d'éco-contribution auprès de ses propres clients. Et donc du coup, si on prend une douche comme ça, ça peut ramener quel type de revenu à l'année? Aujourd'hui, alors tout dépend de la taille de la plage, tout dépend si on est dans l'univers public ou dans l'univers privé. Je vais donner le chiffre le plus pessimiste. Un revenu moyen annuel sur ce type d'équipement, c'est à peu près 30 000 €. Et on a aujourd'hui un équipement qui a un retour sur investissement à peu près au bout d'un an à un an et demi. Contrairement à la concurrence, justement, aujourd'hui on a 2 concurrents qui sont assez sérieux, mais qui par contre vont plutôt s'orienter sur le marché du particulier. Et donc voilà, on va avoir un coût d'installation qui va être autour de 4 500 à 5 000 €. Et donc pour pouvoir rentabiliser un équipement comme celui-ci dans un foyer avec 4 douches à 8 douches par jour, on va être à peu près à 10 ans de retour sur investissement. Donc c'est des modèles économiques qui dépendent assez souvent des subventions. Mais Yann, moi je m'y connais pas vraiment, mais effectivement, comme le souligne Thomas, mais il y a quand même une question de réglementation, il me semble, en France par rapport à l'utilisation des eaux recyclées. Et j'ai cru comprendre que c'était en train d'évoluer justement dans le bon sens par rapport à notamment... Alors il faut bien distinguer en fait ce qu'on propose là. Effectivement, c'est une première étape, c'est une très bonne question. C'est une première étape, il faut savoir qu'on maintient l'eau captive, d'accord, et que en fait cet équipement n'a pas un usage d'hygiène. Et c'est toute la différence du point de vue de la loi. En fait ici on commercialise une cabine de douche écologique si on doit employer le terme juridique exact. On va pas commercialiser vraiment une douche, mais après ça a vraiment la tête d'une douche. J'ai un peu de mal à vous dire le contraire. C'est une nuance, c'est une nuance fine au niveau de la réglementation, mais pas de souci, pas de risque pour vous de votre Non, côté. aujourd'hui aucun risque étant donné qu'on vend pas un produit d'hygiène, mais effectivement c'est une première étape pour démontrer aux instances qu'on peut partir avec cette technologie sur la douche classique. Et c'est quoi le gros rectangle qu'on voit au milieu, un peu sombre? C'est une vitre sans teint. Ici, c'est un écran. C'est un écran. Alors, effectivement, il y a un second levier de rémunération, mais qui n'est pas activé aujourd'hui. Voilà, exactement. C'est que en fait, l'équipement peut effectivement être un espace d'affichage publicitaire. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir appliquer sur ce genre d'équipement pour pouvoir le financer correctement et assurer une durabilité du service.
des modèles économiques qui sont aujourd'hui éprouvés. Et c'est un écran qui va avoir pour vocation également de transmettre, d'afficher de la publicité avec une certaine charte, parce que l'idée c'est qu'on intègre notre propre régie si on développe ce second levier, et aussi de pouvoir transmettre des messages à caractère écologique. Oui, parce que j'allais dire, mettre un écran qui consomme, qui a déjà une empreinte carbone en soi, dans sa création, dans sa fabrication, dans une douche écologique, il faut vraiment pouvoir compenser ça aussi autrement. C'est pour ça que qu'effectivement, les messages éco-responsables, ils peuvent être il faut bien, savoir, je comprends tout à fait. Il faut mesurer l'équilibre. Exactement, et c'est pour ça qu'on l'intègre pas dans notre business model de base, que l'idée en fait c'est de pouvoir aussi séduire tout type de clients, parce que quand on va sur une plage comme le Nikki Beach ou comme ou comme d'autres, généralement on a envie d'y associer un petit peu d'affichage et voilà. Pour être très concret pour les éventuels auditeurs de l'émission, pour bien comprendre, un patron de plage sur la Croisette, il met cette douche. Il va la rentabiliser en quoi, 8-10 ans, vous dites? Non, alors non, lui, il n'achète pas en fait. Lui, il paye rien. Lui, en fait, si vous voulez, nos clients en fait, sont nos vecteurs de déploiement. Voilà. Et eux vont en fait participer à l'aventure de par le fait que ça ne leur coûte rien, mais que la seule concession qu'ils ont à faire, c'est de pouvoir en fait collecter une éco-participation au même titre qu'on collecte une éco-taxe sur les produits électroniques. Un engagement sur la durée quand même. Il y a un engagement sur la durée de 5 ans, exactement, tout à fait. Est-ce que votre technologie est aujourd'hui protégée? Et aussi, qu'en est-il de la performance de ce système censé recycler en partie l'eau Il y a effectivement un dépôt de brevet qui est en cours. Aujourd'hui, vous parlez de la technologie en elle-même. La technologie en fait, c'est... Pardon ? Le recyclage, je pense, de l'eau. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, on utilise des médias filtrants qui sont tout à fait communs, qui sont sur étagère. On a fait juste un petit code de développement au niveau de l'ultrafiltration. Donc l'ultrafiltration, c'est quelque chose de très connu qui garantit zéro bactérie, zéro virus. Nous, on y ajoute pas mal de choses pour éviter tout ce qui est odeur, couleur, etc. Et puis par contre, notre vrai savoir-faire est dans l'orchestration en fait, de ce process, d'un point de vue automatisme et électronique. Et c'est là où vraiment s'articule en fait, notre brevet. D'accord. Merci beaucoup les membres du jury. Merci beaucoup. Merci. Yann. Merci à vous. Merci Merci, beaucoup Yann. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et maintenant, on retrouve notre 6e candidate et la dernière candidate de l'émission numéro 2. Et on a Geneviève. Ça va Geneviève? Ça va, tout va bien. Content d'être là. Devant la bouche. Content d'être là avec vous. Ouais, c'est ma première fois. On est en famille, tout va bien se passer. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas pour ceux qui viennent nous rejoindre, vous êtes bien sûr Cannes Les Reims TV, Canal 30 et bien sûr on est dans l'émission Les Trophées de l'Innovation et je tiens encore à remercier bien sûr tous les partenaires, on remercie la communauté d'agglomération Cannes Pays Les Reims, on remercie bien sûr l'association Canisop. Ça va, j'ai bien fait mon job là. Tu me conserves, tu me gardes. Et bien sûr aussi, parce que cette émission n'aurait pas eu lieu grâce à notre partenaire, j'espère que je vais bien le prononcer, Fumai. Fumi. Voilà, promis, on va y arriver à la fin de l'émission, c'est sûr. Il n'a fait que des erreurs. Voilà, exactement. Comme quoi on est vraiment dans les conditions du direct. Bon. Voilà, ça y est, on a détendu l'atmosphère. Geneviève. Impeccable. Et bien maintenant, c'est parti. Allez, c'est parti. Let's go. Let's go. Je m'appelle Geneviève et avec Laure, nous sommes les cofondatrices d'Étayage, qui est un organisme de formation spécialisé dans le médico-social et qui a la particularité de proposer des solutions pédagogiques innovantes en réalité virtuelle autour des thématiques de la prévention de la perte d'autonomie et de l'accompagnement au bien vieillir des seniors. Alors pour la petite histoire, Laure et moi nous sommes rencontrés sur les bancs de l'école d'ergothérapie et ça fait 17 ans que nous sommes aux côtés des seniors et des professionnels, notamment par le biais de sensibilisation et de formation. Et toujours avec le leitmotiv principal qui est la préservation de l'autonomie. Et si je vous raconte tout ça, c'est que notre projet est directement issu de notre expérience de terrain et de nos observations sur les difficultés autant de la part des seniors que des professionnels pour percevoir, identifier les situations à risque de fragilité dans le quotidien. Et c'est ce qu'on a voulu un petit peu résoudre avec Laure, c'est concevoir des outils utiles pour permettre en quelque sorte de mieux voir, de aiguiser le regard des professionnels et des seniors pour mieux anticiper les situations de fragilité et tous pouvoir agir sur la prévention.
Et c'est ainsi qu'est né Parachutage, qui est notre premier serious game en réalité virtuelle sur la prévention des chutes et l'aménagement du lieu de vie. Combien, à votre avis, de chutes par an pour les personnes âgées de plus de 65 ans en France ? 1 million. 2 millions. Vous n'étiez pas loin. Donc, Parachutage est le premier serious game à s'intéresser à cette problématique et le premier serious game à s'adresser à la fois aux seniors et aux professionnels. Concrètement, vous mettez un casque de réalité virtuelle sur la tête et vous vous retrouvez plongé dans une chambre virtuelle avec une mission, repérer toutes les situations à risque de chute et découvrir les bonnes solutions de prévention. Pour la petite histoire, Parachutage a été créé en partenariat avec une entreprise qui est hébergée ici à la Cité des Entreprises Cannes Bastide Rouge et qui s'appelle Creative VR 3D. Les avantages de la solution, c'est vraiment la pédagogie active, l'immersive learning et la gamification au service de la prévention. Un outil qu'on a voulu à la fois ludique, avec du score, du challenge, immersif, réaliste, ancré sur le terrain, pour faciliter la prise de conscience, l'engagement des utilisateurs et leur mémorisation. Et c'est aussi une performance économique, un outil qu'on a voulu accessible au plus grand nombre, en tout lieu, à la fois rapide et efficace. Un outil mobile, facilement transportable et mutualisable suivant les différents établissements, qui permet une réduction des coûts et qui s'adapte bien aux différentes contraintes. Je pense par exemple aux difficultés de remplacement du personnel ou au planning qui sont bien chargés. Alors, nous déployons notre offre à destination des EHPAD, résidences autonomie, cliniques gériatriques, groupes de protection sociale, sous 2 formats différents. Le premier, c'est la sensibilisation directement sur site, en région PACA, atelier de prévention, action de formation. Et depuis début 2024, sous le format licence, donc la location du logiciel de 3 mois à 1 an, avec la formation d'un référent directement dans l'établissement, qui va pouvoir après facilement utiliser l'outil pour sensibiliser après à son tour les collègues et ou les seniors. Alors nous avons eu une première année d'existence et nous avons pu toucher 750 utilisateurs au travers d'une trentaine d'actions de sensibilisation avec des retours qui sont très encourageants en termes de satisfaction, d'acquisition de connaissances et de mise en application. Avec des clients qui sont à la fois locaux mais de plus en plus nationaux, avec des belles perspectives 2024, notamment en termes de partenariat avec des grands acteurs de l'écosystème, caisses de retraite, groupes de protection sociale. Alors vous avez vu un peu ce que nous voulions faire, et maintenant l'idée c'est bien sûr de continuer et de développer notre offre de modules en VR, toujours sur la prévention de la perte d'autonomie. Et nous sommes en pleine campagne de crowdfunding pour financer l'extension de Parachutage, extension sur les sorties extérieures qui a été demandée par les seniors eux-mêmes. Et ça serait une formidable opportunité pour nous, la dotation des trophées de l'innovation, parce que ça nous permettrait de boucler le financement de notre extension et ou de compléter notre parc de matériel pour équiper par exemple deux structures supplémentaires. Pour finir, je dirais que nous sommes tous le vieux de quelqu'un et chacun le sera à son tour. Alors travaillons ensemble pour mettre l'innovation pédagogique en VR au service de l'autonomie et du bien vieillir. Je vous remercie. Merci. Merci. C'est un beau produit. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, sur vos 750 clients, pour vos 750 clients, vous leur proposez combien de casques VR ? Et parmi ces 750 clients-là, puisque vous avez fait la mention de clients particuliers, quel est le pourcentage de clients particuliers sur ce montant ? On est uniquement en B2B. Hein. D'accord. On n'a pas du tout de B2C. D'ailleurs, dans la Cyber Eco, c'est vrai que c'est beaucoup en B2B quand même. Et alors, c'est pas 750 clients, c'est 750 utilisateurs. Utilisateurs, d'accord. Voilà. Et donc, on a un petit parc de casques. Mais en fait, nos clients aussi choisissent des fois de se munir de leur propre casque. Nous, on installe le logiciel dessus. Et après, ce qui nous arrange quelque part un petit peu aussi, parce que du coup, on se dégage de la partie hardware. On garde que la partie soft. Et c'est vrai que c'est au niveau, voilà, pour éviter la casse, au niveau des réparations, on aimerait bien faire 80-20 en fait. Hein, 80% D'accord. pas nos casques et 20% de nos casques, parce qu'il y aura toujours des structures qui ne veulent pas forcément investir dans l'achat d'un casque. Ok. Et les 750 utilisateurs ont amené quel chiffre d'affaires à ce stade ? Alors on a eu 10 000 € la première année.
Qui est du modeste. vrai chiffre d'affaires ou de la subvention qui ont été apportées par Non, on n'a les pas eu groupes de de protection, subvention etc. en première année. Ce qui est différent là depuis début 2024, parce on vient d'apprendre qu'on était lauréat d'un appel à projet en Île-de-France, qui s'appelle Innover pour la longévité, donc qui est soutenu par, qui est produit par une grande, je ne sais pas si j'ai le droit de citer, mais voilà, assurance, retraite et groupe de protection sociale. Et on est lauréat de cet appel à projet. Donc ça va nous permettre de nous implanter en Île-de-France très prochainement. Qui sont vos compétiteurs? Alors, Parachasse, c'est le premier serious game sur cette thématique-là. Je pourrais citer Simango, par exemple, qui est plus tourné vers le domaine médical. Ça va être plus les radios, comment utiliser un appareil à radio ou faire des transfusions. Voilà, moins sur le domaine médico-social. Mais c'est un compétiteur. Et voilà, c'est celui en tête que j'ai le plus. Aujourd'hui, vous tournez avec un scénario, si je comprends bien. C'est le parachutage interne, à l'intérieur. Voilà. L'objectif, c'est de démultiplier les scénarios avec notamment le parachutage à l'extérieur. Ça coûte combien? C'est quoi l'investissement pour créer un scénario? Et est-ce que vous avez d'autres idées derrière de scénarios qui seraient applicables à la VR? Alors des scénarios, moi j'en ai plein. D'accord. Tant mieux. J'en ai plein, et pas que sur la prévention des chutes en fait. Ouais. C'est sur toutes les thématiques liées à la prévention de la perte d'autonomie. Et il y en a plusieurs. Voilà, je vais regarder un peu le suspense peut-être pour la suite, mais voilà. Non, donc mais les pas nous les dévoiler, mais vous assurez quand même qu'il y a derrière plein d'applications possibles, parce que c'est la valeur ajoutée. Personnellement, je pense que c'est la vraie valeur ajoutée, c'est celle-là. C'est comment de créer des scénarios qui sont vraiment utiles et qui permettent de pratiquer et d'acquérir cette expérience-là sans danger pour d'éventuels patients. C'est la prévention lors de l'accompagnement au repas, c'est la prévention lors de l'accompagnement à la mobilité. Et du coup, l'investissement pour un scénario, c'est... Pour un scénario, on peut dire entre 10 et 15 000 euros. Ouais, d'accord. Voilà. Donc là, parachutage Go, donc à l'extérieur. C'est un tout petit peu moins, on est aux alentours de 9 000. On est à peu près 7 000 de crowdfunding pour l'instant. Donc voilà, l'idée, c'est de compléter... pour cette extension qui va aussi nous servir pour l'appel à projet en Ile-de-France. Aujourd'hui, vous êtes combien à travailler à 100% sur le projet 2? On est 2 pour l'instant. Et pour l'instant, vous n'en vivez pas? Pour l'instant, on n'en vit pas, mais on commence à voir la possibilité d'en vivre. Exactement. Parce que on a serré un peu la ceinture la première année. Elle dure combien de temps la séquence La séquence en VR ou les séquences, parce qu'il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs. Alors, parachutage en lui-même, on va dire entre 10 minutes pour les soignants qui vont être à l'aise avec la VR. C'est vraiment pas au niveau de la manipulation, on a fait en sorte que ça soit accessible au plus grand nombre. Position assise, debout, avec lunettes, sans lunettes. Il n'y a qu'une manette à utiliser. On a enlevé la deuxième manette. Il n'y a qu'un clic. Donc c'est vraiment accessible. Mais les soignants sont un petit peu plus à l'aise. On met 10 minutes. Les seniors sont plus aux alentours de 15-20 minutes. Voilà. Un petit peu plus de temps d'adaptation par rapport à l'immersivité de la VR. Et le panier moyen, quand on prend en compte l'implémentation du système au sein d'une structure et la formation, il revient à combien environ? Alors la location du logiciel en lui-même, elle est à 180 € par mois. On est mensuel. Après, par structure, en général, les structures prennent 2 casques. Donc on multiplie par 2. Et on a un petit pack de démarrage pour la formation à l'outil. Pour le setup. Voilà. Et il reste combien de temps en moyenne en abonnement? Là, pour l'instant, donc on en est au démarrage de la formule, parce que c'était depuis début 2024. Ils sont tous partis sur 3 mois minimum, mais avec en prévision de continuer. Parce que c'est vraiment des structures qui sont impliquées dans la prévention et qui voient la plus-value de l'outil en fait, dans la sensibilisation pour des besoins des apprenants qui sont vraiment... c'est des nouveaux besoins, il y a besoin d'attractivité, il y a besoin d'aller les chercher, de capter leur attention. Mais pour pérenniser, il vous faut d'autres scénarios. D'autres scénarios, voilà, mais ça fait partie de la... Plus des clients. Oui, mais non, une fois que tu as le client, il va le garder au-delà de 3 mois si tu sais que tu es alimenté avec d'autres scénarios au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut au moins 100 à 150 cases pour commencer à devenir rentable. Oui.
Ou alors tu fais que le software. Pas pour finir que le Non, software. alors, nous, vraiment, on se destine à se concentrer sur le software. hein. Ouais, à 180 balles de Ouais. Soit tu panier t'équipes. moyen. Toi, tu t'équipes toi-même avec ton Sûr. casque, soit tu achètes le casque, mais ouais, c'est le Pour software. finir, la oui, valeur ajoutée. la bonne idée, ça va vous coûter beaucoup de temps, mais il faut absolument, entre guillemets, vous faire référencer par les organismes d'État de santé, plus les grands organismes de protection sociale. Parce qu'aller à deux, taper à la porte de tous les EHPAD. Non, voilà, exactement. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais C'est ça va voilà, être, c'est pour ça c'est que long, mais c'est ce qu'il faut. l'appel à projet en Ile-de-France, c'est vraiment les 3 principaux groupes de protection sociale et d'assurance. Donc ça va nous ouvrir aussi les portes. Merci Geneviève. Merci Merci pour beaucoup, votre Geneviève. attention. Merci. Beaucoup. Geneviève. Bon, eh ben... Les regards qui nous regardent, franchement c'est déstabilisant. Hein. Des regards aiguisés. Non, Déguisés, pardon. Hein. Aiguisé. Bon, Parce qu'elle a le dit jury, aiguisé. vous avez un rôle, parce que là on va rentrer en pause. Maintenant, débriefing. Vous allez réfléchir qui va être le grand gagnant ou la grande gagnante de ce trophée d'innovation. On se quitte dans quelques minutes et on se retrouve. Ça marche. Hein bon, eh ben, vous aussi chez vous, hein, j'en suis sûr, il y a plein de projets que vous avez aimés. Et puis, comme je le dis si bien, hein, allez-y, embêtez-les, hein, les membres du jury. On donnera les téléphones, les 06 à la télévision. Non, je plaisante. Mais vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, je pense, assez facilement. Allez, de suite, on fait une petite courte pause et on revient dans quelques instants avec justement le gagnant, la gagnante de ce trophée de l'innovation en direct sur Cannes et Reims, Canal 30, chez Orange, chez Bouygues, Free et SFR. A de suite. Compliqué à dépasser. Et l'innovation, elle n'est pas vraiment là. hein. Faire du scoring, ça existe depuis 20 ans. Voilà. Quand même être dans l'innovation. Mais bon, c'est moins innovant que le reste. Sur la plateforme musicale, le track record est faible, mais le potentiel est gigantesque. Par contre, la pente, c'est l'Everest. Quoi, hein. Elle s'attaque à un sujet qui est très très compliqué, mais par contre, elle exécute, mais moins que les autres. Les douches, le modèle économique me paraît bien pensé, il a de l'expérience. Aujourd'hui, l'exécution me paraît faible, et le potentiel me paraît intéressant. Et bien ça y est, de retour sur le plateau de Cannes, les Reims TV, sur le canal 30. Et bien entendu, ça y est. Cette émission numéro 2 des trophées de l'innovation Cannes les Reims va bientôt s'achever. Alors, ouais, oui, on peut le faire tous ensemble. Hein. Oh. Mais ça reviendra. Bon, le jury, comment ça s'est passé ce brainstorming, ce débriefing Est-ce que vous êtes mis d'accord ? Plein de beaux projets, mais à la fin, tous les arguments de valeur ont fait qu'on était unanime. Bon, donc pas de regret, tout le monde est d'accord, à l'unanimité. Bon, qui c'est qui donne le résultat ? Allez, je me lance. Eh bien, le jury a décidé de remettre ce prix à la start-up Tétis. Voilà. Bravo ! Bravo Tétis, bravo. Merci beaucoup. Je l'attendais pas du tout. Merci beaucoup. Je suis trop contente que le projet ça va plu et que vous êtes intéressés par notre startup. C'est très beau, c'est vraiment génial. Mais merci beaucoup. Bravo. Ça veut dire Eh ben qu'on va bravo, tout bonne chance. félicitations. En tout Merci. cas, on peut vraiment l'applaudir Merci très très vraiment. fort. Merci. Alors justement, il y a un Merci grand beaucoup. chèque qui va arriver. Hein. Bon, ça faut pas le donner à la banque. Hein. Non, ça, c'est- Et on remercie bien sûr Merci. Fumi, partenaire. Je l'ai bien dit, hein, ça y est. Bravo, Bien ouais, bravo, c'est- hein. Ah, vraiment, merci beaucoup. Hein. Merci. Non, vraiment merci à toi d'avoir participé en tant que sponsor à l'émission. Et donc justement, on offre 1500 €. Donc grâce à toi, merci beaucoup. Et on peut applaudir notre partenaire Fumi, partenaire justement. C'est très important. On remercie aussi notre partenaire, la communauté d'agglomération Cannes Pays de les Reims, auquel on a pu faire le tournage de ce très beau plateau télé. Et on remercie bien sûr l'association Cannes is Up. Vraiment, merci beaucoup d'être aussi partenaire de cette belle émission. Ça a été une belle expérience, je pense, pour tous, hein, vraiment. Donc merci à tous pour cette bienveillance. En tout cas, j'espère que chez vous, vous avez pu aimer cette émission. Voilà, en tout cas avec plein de conseils,
allez-y, osez, créez vos rêves, hein, ne rêvez pas votre vie comme on le Il dit y aura si une bien. saison 2. Ah ben, ouais, ça vous dit une saison 2? Oui. Bon, ben voilà, ça il m'a lancé la perche. On peut plus revenir en arrière. Il est très fort, très fort. C'est qui a dit qu'il fallait pas qu'il revienne Non, moi je serais ravi de partager le jury. On adore ces joutes. Ah ouais. Merci à tous. Et bravo pour tous les, Oui, tous les tout à fait, candidats. tout à Franchement, fait. vous aviez tous Vraiment, vous pouvez vous applaudir Vraiment, encore. bravo. Vraiment bravo à tous. Bah écoutez, apparemment il y aura une saison 2. En tout cas, j'étais ravi aussi d'animer cette émission. Vive les entrepreneurs et bien entendu, on se retrouve très prochainement sur Cannes Les Reims TV, Canal 30, chez tous vos opérateurs. On les remercie, nos distributeurs Orange, Bouygues Télécom, Free et bien sûr SFR. C'est une chaîne qui est locale, régionale, mais aussi nationale. Donc voilà, et on remercie bien entendu le président bien sûr des maires de France, David Lisnard, auquel cette chaîne de télé n'aurait pas eu lieu au passage, il faut le dire, il faut le souligner. Merci qui est à lui. aussi le maire de Merci à Cannes et le président de l'agglomération Cannes Pays des Reims. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Vive la vie, des ondes positives. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tous, À l'année prochaine. Voilà, il est bon. Alors à l'année prochaine, à bientôt.